sommes à la deuxième sortie de ce journal pour cette semaine. Bienvenue à tout un chacun. Dans l'information, diverses interventions placées dans le cadre de la caravane du changement seront financées par la BID à hauteur de 10 millions de dollars américains. Un protocole d'accord a été paraphé en ce sens entre l'État haïtien et la Banque interaméricaine de développement. C'est le ministre des TPTC, Fritz Caillot, et son collègue des Finances, Jude Alix Patrick Salomon, qui ont signé ce document au nom de la République. Suivant. Nous décidons de redynamiser différentes directions départementales. Tout travail que nous avons fait, nous essayons de faire en régie, en partie. Et tout corps de chaussée, c'est les mouvements de terre, le terrassement, fait par le ministère des Travaux publics. Et les travaux de finition, cours de roulement et cours de basio, nous fait intervenir les entreprises privées et bailleurs là décider d'accompagner nous. C'est dans ce sens que matin, c'est ça qui explique la présence ce matin avec la BID. On a prévu un financement initial de 10 millions de dollars, mais on espère qu'on pourra augmenter ce financement une fois les travaux sont faits en qualité. Je pense que aussi la contribution de la BID, c'est donner de transparence, c'est donner de reddition des comptes à ces travaux de la caravane qui pour nous sont importants et qui aussi renforcent la présence de l'État dans les territoires en Haïti et permettent à l'État de faire le travail et donner des résultats à la population. Les examens du baccalauréat régulier se poursuivent dans les 10 départements du pays. À l'occasion de la deuxième journée, ce mardi 11 juillet, une équipe de la télévision nationale d'Haïti a visité des centres d'examen à Pétionville pour constater le déroulement des épreuves. Nous arrivons à l'heure, texte mettre nous à temps et puis nous faire rentrer, tout le bagage a commencé à l'heure. Quant à téléphone, surtout par rapport à la nouvelle disposition que le ministre prend ces jours-ci, depuis dans la barrière, nous faisons contrôle téléphone, nous demandons tous les candidats qui te valisent, téléphone, en dehors de ça. Pour les 2 journées, ça va très bien. Ça va très bien, il n'y a pas de dérapage, nos enfants se comportent très bien. Donc nous avons confisqué des téléphones. Ces téléphones-là sont remis avec un petit rapport au ministère de l'Éducation nationale qui fera quand même le suivi. La présence sociale là, nous avons dit que nous avons bien passé parce que tout examen est dans le cas de nous et le professeur a bien expliqué nous. Dans ce social là, il n'est pas tellement dit non, mais nous dégageons nous, qu'on est bâti pays nous, c'est nous dégageons nous là-dedans et nous parler de tout ça que nous connaissons, que tout ça nous prend dans la tête nous fait. Bon, malheureusement, le premier jour, nous avons menti, l'État a un examen 7. Mais la biologie a été difficile en pile. L'examen était facile, mais son seul bagage nous parle avec le ministère là, il fait nous reproduire ça, les météo, distance pour reproduire, les aguettes arrivés sous, baguettes répondre avec toutes questions. L'examen pas trop difficile, mais en même temps tout n'est pas trop facile. Toujours en ce qui concerne l'éducation, l'Assemblée des sénateurs a adopté au cours de la semaine écoulée la loi relative au Fonds national d'éducation. Ce projet de loi a été déposé au Parlement en 2014. Un an après, il a été voté par la Chambre des députés. Suivez en ce sens les précisions de la sénatrice Dieudonne Lumaïtienne. Loi sur le Fonds national d'éducation, son projet de loi qui était toujours interpellé nous depuis lorsque nous étions simples citoyens. Parce que d'abord, en tant que maman petite, nous connaissons qui ça veut dire, le que nous avons petite nous qui avons une bonne éducation, et nous connaissons qui ça veut dire tout lorsque nous n'avons pas de possibilité financière pour nous assister petite nous en tant que maman nous entrailles nous à couper. Et c'est dans ce sens moi-même moi songer dans toute campagne moi était toujours pour mettre population nord là que m'a mettre toute capacité pour permettre que projet de loi ça avance dans niveau Sénat puisque me était au courant que il était déjà voté dans chambre basse. Donc c'était tout simplement manifestation de sénateurs qui pouvait permettre que projet de loi avance. Donc son un projet de loi que me travaille sur lui avec joie. Mais maintenant ça qui est intéressant dans projet de loi ça, c'est le fait que li supposé venir pour formaliser
une perception qui était déjà faite par rapport à fonds qui te prend sous question et communication, fonds qui te prend sous transfert, etc., tu as toujours une nécessité pour un cadre légal pour permettre que ensemble de professeurs, pour permettre que ensemble d'élèves, ensemble de ressources que le système éducatif a besoin, et bien, il est capable de joindre approvisionnement à partir de fonds ça. Donc, moi-même, moi, pense que son gros soulagement que le projet de loi ça a supposé porter en dans la société, lorsque, il est capable de prendre en considération paiement professeur, qui a fait un métier qui est tellement ingrat. Parce que volume de connaissances que un enseignant, que un professeur a mettre dans tête au monde, ou pas jamais qu'à chiffrer. Donc moi-même moi penser que à partir du moment que font ça et pral ka servi pour permettre que enseignants yo toucher à l'heure, pour permettre que enseignants yo même tout capable prendre soin tête yo, me penser que son bon bagage. Autre information, l'ancien Premier ministre Jean-Max Bellrive a été auditionné ce mardi par la commission spéciale chargée d'assurer le suivi du rapport de l'enquête relative au fonds Petro-Caribé. De nouvelles informations sont sorties de cette séance de travail. Toute une série de rencontres de ce genre est envisagée dans le but de faire jaillir la lumière sur des aspects demeurés obscurs dans le cadre de l'enquête ouverte il y a de cela plus d'un an. Le sénateur Évalière Beauplan, président de cette commission spéciale de suivi, est revenu sur les objectifs de sa démarche. Ces déclarations. Ce n'est pas que nous venons là, nous tendons acteurs, nous prenons papier dans les mains, nous venons avec des preuves pour justifier que les dépenses sont bien faites et que nous comprenons que les fini, non. Nous avons des informations, pas nous tout que nous avons cherché. Nous avons des informations de terrain parce que l'argent dépensé, le projet doit être visible. Et plus près de nous, il y a un projet qui fait que ce soit dans l'ouest, qui fait la Camoin, qui fait dans tout le département dans le pays, qui fait la Caille sénateur Sildor, dans le sud, qui fait dans NIP. Nous tendons tout le monde. Et nous disons tout le monde qui vient là, enregistrer tout le monde qui parle bien que c'est un pas public. C'est que la caméra nous branche pour nous assurer nous que nous enregistrons tout le monde. Tout le monde sous tape, tout le monde vidéographié. De façon à ce que demain, le rapport sorti pour personne pas dit que c'est pas ça qu'on te dit. Nous avons mené la presse souterraine, tout le monde va vérifier le projet. C'est de manière à ce que les résultats d'enquête nous ont fini. Pour ne pas dire que dit qu'on projet qui fait X, tel côté, et que ce n'est pas ça. La presse laisse ça bagarre la public. Nous avons dit, mais ça que nous avons gagné dans le rapport là, mais ça que nous avons dit nous, et puis résultat, on a fait l'ensemble. Jean-Max Bellrive avoue avoir vidé son sac en ce qui a trait au fonds Petro-Caribé. L'ancien Premier ministre déclare être disponible pour les membres de la commission au cas où de nouvelles convocations s'avéreraient nécessaires. Dans le département nord-ouest, nous n'avons pas fait 15 points pour sous l'agent Petro-Caribé. C'est l'agent qui partit en fumée? Non. Là, nous faisons route Saint-Marc-Gonaïve dans le département sénateur La Tortue. C'est l'agent Petro-Caribé, ça n'a pas existé. L'homme était Premier ministre. Tremblement de terre. Il y a 1,5 million de monde qui étaient en battante. L'homme qui a râlé. Oui, il y a 800 millions de monde qui sorti, qui étaient dans le camp toujours, mais c'est 700 000 qui sorti. Donc, même, nous avons fait bilan de ça, me fait. Comme tu as fait plus, peut-être. Comme tu as fait mieux, sûrement. Mais comme volet, c'est une autre question. Dans le rapport de l'autre commission, on sont victimes. Pas une victime, il y a une explication pour moi. Depuis que j'ai accepté que je ministre, que je Premier ministre, il faut m'accepter toujours pour ma explication. Même pas quitter nous spéculer sur ça me fait que je ne connais pas faire. Mais pour explication, jusqu'à ce que le mourir, si il y a une bonne explication, on a toujours bail. Et une connaissance, on vient avec un élément de preuve, comme toucher un goutte qui n'est pas pour moi. Vient avec. Le rapport du Conseil supérieur des salaires qui fixe le salaire minimum des employés de la sous-traitance à 335 gouttes par jour est rejeté par l'organisation Racine Campepla. Camille Chalmers souligne qu'un tel salaire ne permettrait pas aux employés de répondre à leurs besoins à cause de l'inflation et de la dévaluation de la gourde. Vraiment, au niveau de survie, minimum qu'on a gagné pour survivre comme ouvrier sous-traitance dans Port-au-Prince, c'est 1006 gouttes par jour. OK? En 2014-2017, gouttes l'ont perdu 60% valeur et on a une inflation de 2 chiffres chaque année. Donc ça veut dire que nous loin, ça veut dire que 800 gouttes là complètement insuffisant par rapport à dans le sens ça le représentait en termes de coût. Mais bien sûr,
Non, ça c'est autre chose. Mais je te dis que l'esprit, quand on parle de salaire minimum, ça veut dire que le monde qui a touché salaire, il faut être capable de vivre. Là où on mettait par exemple, je dis, parfois, le simple transport représente 60% du revenu quotidien de l'ouvrier. Comment le cas vivre? Là, seulement pour transporter tête ou dépenser 60% de compte qu'on va rentrer dans le poche, pas qu'à vivre. Qui s'accrète pour manger? Qui s'accrète pour éducation? Qui s'accrète pour hygiène, etc. Donc c'est vraiment un salaire poitriné, un salaire de misère qui, je dis, est complètement inacceptable et complètement déphasé par rapport à la réalité socio-économique qui y a dans le pays. Le groupe Croissance a présenté aujourd'hui dans les détails la proposition de budget pour l'année fiscale 2017-2018. Cette présentation a eu lieu dans le cadre du projet Renforcer la transparence dans le processus budgétaire initié par cette firme. Le projet de budget, évalué à plus de 144 milliards de gourdes, représente une augmentation de 20% par rapport au dernier budget rectificatif. Au niveau de taux de croissance économique, comment je prévois que l'économie en libre croître, il y a un taux de croissance de 3,6% qui est prévu. L'on compare par rapport à l'exercice fiscal en cours, qui a fini le 30 septembre 2017, c'est 1,1%. L'on compare le taux d'inflation moyenne pour année en cours, qui a fini le 30 septembre 2017, taux d'inflation moyen c'est environ 16,6%. Et taux d'inflation moyen pour l'année qui a fini là, il a supposé 13,4%, ça qui veut dire que tu as supposé une baisse au niveau du taux d'inflation. Taux de pression fiscale pour l'exercice en cours là, il est supposé 12,4% pour l'exercice qui a fini 30 septembre 2017 là. Et pour l'année prochaine, au 30 septembre 2018, taux de pression fiscale là, il a supposé légèrement augmenter pour le passer à 12,7%. Taux de change actualisé pour l'exercice qui a fini 30 septembre 2017 là, c'est 65 gouttes pour $1 américain. Et pour l'année prochaine, taux de change est supposé autour de 63,5 gouttes pour $1 américain. Mais quatre secteurs, secteur économique, secteur social, secteur politique avec secteur culturel. Secteur économique associé avec la Mayol, c'est qu'il y a plus d'argent avec près de 49 milliards de coûts, 49,5, soit 34,4% du budget. Secteur social, là, il y a 33,3. Secteur politique, là, il y a 21,98. Et secteur culturel, là, il y a plus que 1,9 milliards de coûts. C'est les quatre secteurs. Puis gros morceau, tranche gâteau, c'est le ministère des Travaux publics qui prend le secteur économique, soit plus de 17 milliards de coûts. En deuxième position, nous avons le ministère de l'économie et des finances avec 11,6. Nous avons l'agriculture avec plus de 10 milliards de gouttes. Il a augmenté l'agriculture qui était 7 milliards 5 dans le rectificatif là, qui retrouvait le à 7,6. Nous avons le ministère du plan avec à peu près 7,2. Ministère du commerce augmenté tout à 1,6 milliard. Ministère de l'environnement prend devant le ministère du tourisme avec 757 millions et le ministère du tourisme avec 739 millions. Voilà. Ensuite, nous allons regarder le secteur social là. La Mayol, c'est le ministère de l'Éducation nationale et c'est le plus gros tranche gâteau, on est capable de dire, au niveau général. Avec 22,9 milliards de gouttes. Le secteur politique, ministère de la Justice, numéro 1, avec 12,4. Intérieur passé deuxième position devant le ministère des Affaires étrangères avec 2,7. Affaires étrangères, pour qu'on finisse ce problème, ils ont un budget de 2,5 milliards de gouttes. Il y a 3 milliards de rectificatif là. L'information se poursuit. Installation ce mardi de Georges Garnier à la tête de l'unité de coordination des délégations et vice-délégations du pays. C'est le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Max Rudolph Saint-Albin, qui a dirigé la cérémonie. Le ministre dit placer sa confiance dans la capacité et la compétence de M. Garnier pour accomplir sa mission. Suivant. Renforcer capacité au niveau délégation avec vice-délégation. Un délégué départemental, c'est représentant, c'est lui pour chita tout programme politique et exécutif là dans le département. Il a une grosse responsabilité et il travaille de concert avec vice-délégué. Fait choix de un ancien délégué qui compte travail là, qui saute délégué et qui lui-même compte toute force et faiblesse système là. Donc certainement, nous allons utiliser l'expérience
pour renforcer, améliorer ça pour améliorer, et certainement pour nous renforcer délégation avec vice-délégation pour travailler la fête plus bien, pour le peuple la jeune plus bon service, pour déconcentration en fait plus bien. Son Excellence, le président Jovenel Moïse, depuis ses épopées de campagne électorale, a toujours exprimé sa volonté de rester connecté avec l'arrière-pays, de pratiquer une politique de développement qui prend en compte toutes les communes selon leur potentiel. Récemment, le Premier ministre, son Excellence le Dr Jacques-Guy Lafontaine, s'est prononcé favorable quant à pouvoir de meilleures conditions de travail pour les délégués et vice-délégués. Muni de mon expérience, de ma détermination de réussir et avec les moyens adéquats mis à ma disposition, je serai bien armé pour accomplir cette mission, ayant à l'esprit de contribuer au développement durable, donc par conséquent à un avenir meilleur pour notre chère patrie. Le mandat des sénateurs est de 6 ans, rappelle Nenel Kassi. L'élu des NIP a cru bon de faire cette précision ce mardi, tout en évoquant la possibilité de négociation entre divers acteurs sur cette question en vue d'harmoniser le temps électoral. Le sénateur Kassi est plutôt favorable à une solution au plus vite en ce sens. Ces déclarations. Sous question mandat sénateur. Et une interprétation qu'a faite des cadeaux de façon temporelle. Ça veut dire que nous n'avons pas saisi l'interprétation. On dit qu'il y a des sénateurs qui sont élus pour 6 ans, parce que c'est ça l'élection, c'est ça la Constitution dit. Parce que la Constitution a prévu une seule période, tu as une élection pour 3 sénateurs ensemble, et côté tu as un sénateur qui est élu pour 2 ans, tu as un qui est élu pour 4 ans, et un élu pour 6 ans. Dans la disposition transitoire. Disposition transitoire, ça, on peut appliquer une seule fois. De vous finir appliquer, ou pas une application pour lui encore. Je dis à sénateur, il est élu pour 6 ans. À ma connaissance. À ma connaissance. Si pour régulariser le rite électoral là, ça a demandé une entente entre les forces politiques. Parce que la Constitution prévoit pour l'élection faite chaque 2 ans. On a acteurs politiques. Kachita pour dire sénateur qui fait Elio, il a 6 ans. L'autre sénateur qui vient après, il a 6 ans. L'autre sénateur qui vient après, il a 6 ans. Comment on a régularisé le rite là? Qu'on a qui sacrifice qui peut le faire de part et d'autres, ça a demandé négociation. Mais automatiquement, nous ne sommes pas capables de décider pour nous dire pas d'élection. Non, pas d'élection pour période ça là. Pas d'élection. Et puis, 550 armes à feu ont été détruites ce mardi lors d'une cérémonie déroulée à l'Académie de police Afrère. Plusieurs cadres de la police nationale d'Haïti et de la MINUSTA ont pris part à cette cérémonie. Les instruments démolis sont pour la plupart des armes illégales et d'autres non utilisées par l'institution policière. Les armes détenues illégalement sont souvent destinées à commettre des crimes. Et combattre la criminalité implique en grande partie la neutralisation de ces armes illégales. Nous sommes donc fiers et soulagés de pouvoir réduire par ces actes de destruction ce potentiel criminel de ceux-là qui aspirent à semer le deuil au sein de la communauté et troubler l'ordre public. Le processus de confiscation et d'élimination des armes illégales dans le pays nécessite toutefois une plus grande implication des autres secteurs concernés. Alors je fais référence justement à la justice, aux autres partenaires intéressés par la question, notamment à un moment où la MINUSTA plie bagage. Tout en renouvelant notre gratitude à l'égard de cette mission onusienne, nous prenons un engagement ferme d'œuvre suivant la même logique de diminution des armes
en circulation dans ce pays. Nous promettons à nos partenaires, tant nationaux qu'internationaux, que nous allons intensifier les mesures visant le contrôle de toutes les armes à feu en circulation. Les opérations de saisie se poursuivront et les prochaines phases d'élimination de ces outils de malheur s'effectueront au-delà du 15 octobre 2017, date qui marquera justement la fin du mandat de la ministre. C'est sur les déclarations du DG de la PNH que s'achève ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Passez une excellente soirée en notre compagnie. Bonsoir.